Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale 1 heure de débat, de duel. 4 candidates, voilà l'affiche qu'on vous propose avant le deuxième tour des législatives dimanche prochain. De nouveaux visages et des combats inédits. Dans quelques instants, le premier face-à-face nous emmènera sur la 6e circonscription de l'Hérault, c'est celle de Béziers. Il va opposer Emmanuel Ménard, soutenu par plusieurs partis, dont le Front National, à Isabelle Voyer, candidate de La République En Marche. Puis, en deuxième partie, débat sur la 2e circonscription de l'Hérault, celle de Montpellier. Stéphanie Janin, soutenue par le parti d'Emmanuel Macron, affrontera Muriel Ressiguier, qui défend les couleurs de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on les voit arriver toutes les deux et se préparer avant ce face-à-face. Stéphane, 2 duels très attendus, très ouverts et 2 débats qui illustrent parfaitement ce qui s'est passé dimanche dernier. Oui, effectivement, avec 3 arguments qui nous permettent de mettre en lumière ces 2 territoires. Tout d'abord, l'émergence de nouvelles forces politiques, La République En Marche, celle du président de la République, M. Macron. Ensuite, une confirmation, celle de la présence du Front National, très importante sur le Biterrois. Et enfin aussi une réorganisation des forces politiques à gauche, dont l'élément le plus significatif concerne les territoires des métropoles, celles des villes, comme ici à Montpellier avec la qualification dans la France Insoumise. On aurait aussi souhaité vous proposer d'autres débats. On a proposé des débats sur les circonscriptions de l'Aude, la numéro 3, celle du Gard, la 1 et la 6, mais à chaque fois, un des contradicteurs n'a pas voulu se déplacer pour faire vivre justement ce débat démocratique dont les citoyens ont bien besoin en période de très forte abstention en tous les cas. Merci mesdames de l'invitation d'être venues ici, d'avoir répondu spontanément à notre appel. Merci. Allez, place au premier duel, Emmanuel Ménard contre Isabelle Voyer. Petite carte d'identité d'abord pour vous présenter à toutes les deux. Emmanuel Duverger, Ménard Duverger, c'est dans votre vie professionnelle, Ménard dans la vie personnelle. Vous êtes l'épouse de Robert Ménard, le maire de Béziers. Journaliste, vous avez dirigé jusqu'à peu un site d'information, Boulevard Voltaire, classé très à droite. On vous décrit comme quelqu'un d'influent à la mairie. Robert Ménard dit en tout cas ne rien publier ou ne rien lancer sans votre accord. C'est votre première candidature et elle est soutenue notamment par le Front National. Isabelle Voyer, vous êtes géologue de formation, ingénieure en environnement, vous êtes actuellement consultante en développement durable auprès des PME, très investie dans le monde de l'entreprise et le mécénat culturel. Vous vous présentez comme quelqu'un de sportif, de dynamique. C'est votre première candidature sur le terrain politique et vous avez choisi de le faire avec le parti d'Emmanuel Macron. On va préciser que toutes les deux, vous n'êtes pas originaires de Béziers. Et pour bien mesurer le combat qui vous attend, eh bien, coup d'œil sur les résultats de dimanche dernier, Stéphane. Oui, effectivement, avec les résultats du premier tour, la qualification des 2 candidates, avec en tête Mme Ménard, 35,41%, suivi donc de Mme Voyer, 24,7%. Le député sortant, M. Abou, les Républicains, lui a terminé aux alentours de 18%. Bref, la question des reports de voix sera une question très importante. La première, d'ailleurs, partie de cette émission, c'est pourquoi, comment espérer gagner ce second tour. On vous écoute, Mme Voyer. Écoutez, cette semaine est riche de soutien. Je les ai, ils sont publics, ils sont publiés. Les Républicains nous rejoignent, les PS nous rejoignent, parce qu'effectivement, La République En Marche, c'est un vrai espoir pour les habitants du Biterrois. Voilà, pour tous les habitants. Nous avons aujourd'hui une force. C'est La République En Marche, c'est un groupe de parlementaires qui va être en capacité de travailler, d'agir. Et ça, c'est le point essentiel pour ce territoire. Des projets d'infrastructures qui seront à mettre en œuvre au niveau des transports, un développement de tourisme qui soit totalement en adéquation. Mais vous avez dit les Républicains nous rejoignent depuis dimanche dernier. Elie Abou est étonnamment silencieux. Il n'a donné aucune consigne de vote. Il vous a appelé ? Les comités sont tout simplement... la presse s'exprime aujourd'hui à ce sujet très clairement. Voilà, je laisse d'ailleurs tous les Biterrois aller lire le journal. Mais il vous a appelé, Elie Abou, ou vous l'avez appelé, vous ? Il m'a appelé, tout à fait. Mais que vous a-t-il dit ? Qu'il me soutenait effectivement pour La République En Marche. Madame Ménard, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une coalition contre vous, seule contre tous. Quelle est votre manière de proposer l'offre politique à vos électeurs, aux électeurs du Biterrois ? Écoutez, moi je me positionne très clairement. Je suis la candidate de l'Union des droites. Je suis soutenue par 6 partis. Je suis la seule candidate en France à être soutenue par 6 partis. Et évidemment, je me pose en candidate du rassemblement des droites. Donc, sans M. Abou sur le coup de... écoutez, moi j'apprends... Il vous a pas appelé à vous ? Ah non, il m'a pas appelé. J'apprends par Mme Voyer qui veut soutenir Mme Voyer. Je l'apprends maintenant. Écoutez, je suis un tout petit peu étonnée qu'il n'ait pas eu une position publique claire jusqu'à présent. Mais en tout cas, moi, j'appelle les électeurs des Républicains à me rejoindre, puisque je pense que j'incarne parfaitement justement les valeurs de droite qu'ils veulent défendre et qu'ils veulent voir défendues.
Mais pas seulement, parce que je pense que les valeurs que j'incarne, les convictions que j'ai, les principes qui me sont chers, je pense qu'ils dépassent largement les clivages politiques. Et je pense que justement les Français aujourd'hui en ont assez d'être mis dans des cases, dans des carcans. Pourtant, la République en marche est à droite et à gauche, en tous les cas, en termes justement, on ne sait pas très bien. promotion. Donc, on ne sait pas très bien, mais moi, justement, je voudrais vraiment insister sur les valeurs que je défends et non pas sur une étiquette politique, puisque je ne fais pas partie d'un parti, mais je suis soutenue par des partis. Allez-y, madame. Ça va être très simple. Aujourd'hui, on va être majoritaire à l'Assemblée, on sera unis. Nous nous sommes rencontrés le 13 mai, tous ensemble, avec tous des profils très complémentaires. On est pragmatique. Ce qu'on veut, c'est que ce pays avance. On ne sera pas dans la posture. On travaillera à l'Assemblée pour la France et on sera en directe position avec effectivement les décisions ministérielles, la région, pour faire que, effectivement, dans le Biterrois, on puisse avoir les moyens de développer ce territoire. Mais même, voyez, je pense que dans le Biterrois, on a déjà les moyens. Je ne pense pas que je pense qu'il y a pas mal de Biterrois qui se plaignent peut-être effectivement de difficultés à ce que les projets émergent. Il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas parvenus. Si je peux me permettre, je pense qu'on n'a pas attendu la République en marche pour faire avancer les projets dans le Biterrois. Avec plus de moyens et dans la ligne politique. On va y venir un peu sur les valeurs aussi. Allez-y rapidement sur les projets, mais les valeurs. Vos valeurs à vous et vos valeurs à vous, Madame Voyer, qui venez du monde dans l'entreprise. Peut-être Madame Ménard qui a un peu de retard et Madame Voyer vous répond ping-pong. Allez-y. Écoutez, moi, c'est très simple parce que j'entends toujours les candidats de la République en marche dire nous sommes issus de la société civile, nous sommes des visages nouveaux. Très bien, si c'est ça qui est attractif, je suis issu de la société civile, je suis un visage nouveau, je suis chef d'entreprise, je dirige une structure qui certes est une petite structure, c'est on dirait une petite entreprise avec 8 collaborateurs, c'est peut-être pas énorme, mais c'est quand même 8 collaborateurs. Avec un chiffre d'affaires de 600 000 € sur l'année 2016. Donc j'ai des vrais résultats. Je sais ce que c'est la réalité de la vie des entreprises. Je suis ancrée dans le réel. J'ai les pieds sur terre. Vous avez parlé des valeurs. Quelles sont les valeurs différentielles avec Madame Voyer? Mais moi, je ne veux pas me différencier de Madame Voyer. J'énonce ce que je suis et ce que je porte. Donc sur les valeurs, quelles sont vos valeurs alors? Comment font les électeurs pour vous différencier alors? Écoutez, c'est très simple. Je pense que les électeurs, ils ont envie... Les Biterrois, ça a toujours été une terre de résistance. Les électeurs, ils n'ont pas envie d'un député qui soit un député presse-bouton. Ils ont envie d'avoir un député qui a du caractère, qui a des convictions et qui saura défendre le territoire biterrois. Je pense que justement, je peux m'affirmer ainsi cette députée-là, parce que je suis ancrée dans le territoire biterrois, je défends les Biterrois, les habitants du territoire biterrois, et je pense qu'ils savent exactement quelles sont mes convictions en matière d'éducation, pour la famille, pour les entreprises, pour les personnes âgées, pour les plus faibles, et ça c'est important, je pense, Madame Voyer, pour les électeurs. Presse-bouton ou pas? L'ancrage résistance. Je pense que justement, maintenant, il ne faut plus être dans la résistance parce que c'est comme ça qu'on va encore se recroqueviller. Ça, c'est vraiment la chose que certainement beaucoup de gens préféreraient, que le Biterrois s'ouvre, le Biterrois se développe. La résistance n'est plus dans l'air du temps. On est dans un nouveau système politique. Mais on n'est pas dans l'air du temps, Madame Voyer. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'air du temps, justement. Voilà, esprit moderne, intérêt général, c'est vraiment ça qu'il va falloir défendre. On est bien d'accord. Bien sûr. Et puis, du soutien de toute une assemblée, ça c'est... Qu'est-ce que vous allez dire à l'Assemblée? Peu de choses. Vous n'aurez pas la possibilité de parler, vous ne pourrez pas former un groupe parlementaire. C'est très important d'avoir un vrai VRP à l'Assemblée qui soit porte-parole d'un territoire avec des Biterrois à l'écoute de la demande, d'ancrer ce territoire par rapport au national, d'ancrer ce territoire par rapport aux décisions régionales. Écoutez, on y est. Aujourd'hui, on y est. Les Biterrois vont pouvoir en bénéficier et je serai acharnée sur ces sujets-là. Madame Voyer, je suis ravie de voir quelle est votre conception de la démocratie. Laboratoire, justement, de situations qui sont restées figées, pour lesquelles on va pouvoir apporter des solutions et dont je serai le rapporteur. Madame Voyer, je suis ravie de voir quelle est votre conception de la démocratie, parce que pour vous, en fait, il n'y a plus qu'une parole unique à l'Assemblée et les paroles d'opposition ne comptent pas. Si le système de l'Assemblée fonctionne de la sorte, ce n'est pas moi, c'est le système, ce sont les institutions. Mais justement, le système prévoit qu'il peut y avoir des députés d'opposition. Je pense que pour une démocratie saine, c'est important. Simplement, je voudrais revenir sur une chose, Madame Voyer, parce que vous parlez des projets. Je pense que le Biterrois n'a pas attendu la République en marche. Très bien, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas abouti. Donc il faut peut-être quand même réfléchir et rendre le territoire attractif. Alors justement, si vous voulez bien, on va aller peut-être sur les questions de fond et les projets. Justement, on avait envie de s'arrêter sur un premier thème, à savoir le pouvoir d'achat et l'économie.
Un chiffre frappant pour commencer, c'est le taux de pauvreté à Béziers, 47% de la population selon les chiffres du bureau d'études Compass. Béziers dans le top 10 des grandes villes les plus touchées. Comment redonner du pouvoir d'achat ? 43% exactement le chiffre. Comment redonner du pouvoir d'achat ? Vos solutions à l'une et à l'autre. Qu'est-ce que vous allez défendre à l'Assemblée là-dessus ? Eh bien justement, c'est ce que j'étais en train de dire et je rebondis là-dessus. Ça est la preuve que le Biterrois ne fonctionne pas, 43% de pauvreté. Ça veut donc bien dire qu'il faut quand même réagir. Donc on a un très bon, ici, territoire, laboratoire, pour voir comment le déploiement de la politique nationale va être efficace. Et croyez bien que j'y serai vraiment très attachée. Avec les entreprises, on a plein de partenariats à faire. Avec des jeunes, on a aussi beaucoup de projets de formation, d'apprentissage qu'il va falloir effectivement développer. C'est une occasion extraordinaire pour le Biterrois. J'y serai présente, j'y serai à l'écoute. Cette pauvreté, on ne peut pas la laisser à 43%. Alors après, les élus font sur place un maximum. Je serai le relais national par rapport à ça, par rapport aux besoins du territoire. C'est tout simple. Y compris le relais de la mairie dirigé par M. Ménard. Avec tous les élus, nous avons besoin de travailler en concertation pour faire que ce territoire, effectivement, gagne en pouvoir d'achat. On a des mesures gouvernementales qui vont se mettre en œuvre, notamment pour les charges sociales qui disparaissent sur les petits salaires. C'est essentiel. C'est un 13e mois obtenu. C'est vital pour ces gens-là. Oui, mais il va y avoir l'augmentation de la CSG dans le même temps. Oui, bien sûr, qui est toujours apportée comme une menace, alors que c'est un contrepoids avec les impôts locaux qui seront financés. Justement, alors parlons-en. Bien sûr. Est-ce que vous savez, Madame Voyer, combien de personnes à Béziers payent la taxe d'habitation ? Je n'ai pas le pourcentage précis, mais je sais qu'il y en a un gros pourcentage, puisqu'on a une grosse quantité de personnes. Non, justement, il y a 75% des Biterrois qui ne la payent pas, la taxe d'habitation. C'est en correspondance avec la pauvreté du territoire. Donc, quand on met en corrélaire l'augmentation de la CSG... Mais ils ne sont pas concernés par... Ces gens-là ne sont pas concernés par l'augmentation de la CSG. Oui. Alors, bien sûr que oui. Les retraités, 60% des retraités vont être touchés par l'augmentation de la CSG. C'est faux. C'est archi faux. Non, c'est pas faux, Madame Voyer. Vous le savez. Ceux qui sont concernés, ce sont les retraités qui sont à plus de 3 000 euros. Depuis tout à l'heure, vous m'interrompez sans cesse et j'aimerais bien pouvoir expliquer justement mes positions, mes convictions. Est-ce que vous savez, Madame Voyer, que sur le territoire national, il y a 9% de personnes âgées de plus de 75 ans. À Béziers, c'est 14%. Oui. C'est-à-dire 5 points de plus. 14% de personnes âgées qui vont être touchées par la mesure concernant les CSG, l'augmentation de la CSG, qui vont voir leur retraite diminuer. J'ai entendu M. Macron dire que cette mesure ne serait demandée qu'à des retraités les plus aisés. Pour M. Macron, les retraités les plus aisés, c'est les retraités qui touchent 1 200 euros par mois. 1 200 euros par mois, Madame Voyer, c'est 50 euros de plus que le SMIC. Je pense que M. Macron n'a jamais vécu dans sa vie avec 1 200 euros par mois. Je pense que c'est honteux de faire les sacrifices sur le dos de nos personnes âgées. Mais pour revenir au pouvoir d'achat, c'est une chose. Les retraités doivent avoir aussi un pouvoir d'achat. C'est 1 200 euros individuel, déjà, il faut le rappeler. Oui, et alors, le SMIC aussi, c'est individuel. Et à 1 200 euros, ça représente combien ? Alors, vous terrorisez plein de personnes que j'ai rencontrées sur le territoire qui sont totalement affligées par ce sujet-là, oui, alors qu'ils ne sont pas concernés, Madame Ménard. Ils ne sont pas concernés. J'ai rattrapé une trentaine de personnes sur le terrain, j'en ai même une qui a pleuré dans mes bras, qui m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais c'est faux, Madame. Voilà. C'est peut-être parce que c'est pas expliqué suffisamment clairement jusqu'ici. La pédagogie je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement une mesure à compartiments et les compartiments s'équilibrent. Mais ceux qui sont vraiment impactés, ce sont ceux qui sont à plus de 3 200 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, Madame Voyer, si vous voterez cette mesure, l'augmentation de la CSG ? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il faut financer le système d'équilibrage social. Et sur cette partie-là, on est beaucoup... Donc vous allez impacter... Vous allez voter contre. Et pourquoi aller chercher la CSG ? Pourquoi pas les 80 milliards d'évasion fiscale à ce moment-là ? Mais ça fera aussi partie du plan gouvernemental. Pensez bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'équilibrage économique qu'il est essentiel de mettre en place pour pouvoir accorder effectivement des réductions pour les petits salaires. Voilà, ça c'est juste un petit sujet, je ne sais pas, un 13e mois pour un SMICAR, c'est quand même essentiel, c'est la base. Je suis d'accord, c'est essentiel. Augmenter de 100 euros le minimum vieillesse, ça me paraît essentiel. 100 euros pour les handicapés, ça me paraît essentiel. Voilà des vrais sujets. Et alors, on arrête de faire peur aux retraités parce que ceux qui sont concernés ont les moyens. Voilà, c'est tout ça. Mais écoutez, 1 200 euros, je ne pense pas que ce soit des revenus très, très aisés. On va élargir. On avait parlé aussi
aussi de l'emploi. Quelles sont vos solutions? Parce que votre territoire est confronté à un problème très important d'emploi. Vos propositions, vous, Madame Ménard, en tant que parlementaire, pour créer justement de la dynamique sur le territoire et de la croissance. Je pense qu'effectivement, il faut faire un gros effort auprès des PME, des commerçants et des artisans. L'allègement des charges sociales, c'est un point essentiel. Donc ça, c'est le programme de M. Macron, vous êtes d'accord sur ce point-là? C'est pas le programme de M. Macron, je pense que c'est le programme, effectivement, qui est une évidence pour la France et pour l'intérêt général. Donc je ne pense pas que ce soit la spécificité de M. Macron. Idem, donc la même chose pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Moi, j'ai rencontré énormément d'artisans, de PME, de viticulteurs même, qui disent que 35 heures pour les employés, pour leurs salariés, c'est pas suffisant parce que certains ne se sentent pas investis, ne se sentent pas concernés dans la vie de l'entreprise en travaillant uniquement 35 heures. Ça dépend évidemment des métiers et que cela, évidemment, aimerait pouvoir les faire travailler plus, sauf que avec les heures supplémentaires telles qu'elles sont fiscalisées aujourd'hui, c'est insupportable pour les petites et moyennes entreprises. L'autre point essentiel, me semble-t-il, c'est la simplification. C'est un thème qui revient à chaque fois, avec tous nos interlocuteurs, la simplification des mesures administratives. Alors ça tombe très très bien que vous disiez ça. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on écoute un témoignage. C'est une jeune viticultrice, elle est gardoise et elle va nous expliquer justement comment elle travaille et ce qu'elle changerait pour que ça aille mieux. Si j'étais députée, on l'écoute. Mon quotidien, je suis viticultrice depuis maintenant 5 ans. Je suis une jeune installée dans une exploitation familiale. Donc la plupart du temps, je suis dans mes vignes. J'essaie de faire du travail, alors que ce soit manuel, en tracteur. Mais une grosse partie de mon quotidien, c'est de la gestion administrative. Donc déjà, on a beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers, beaucoup de comptes à rendre à l'administration. Alors certes, les agriculteurs, on a quelques subventions, mais il faut toujours se justifier de tout. Après, on a toute une gestion des salariés. Donc là aussi, il y a beaucoup d'administratifs. C'est du management, de la gestion d'équipe, de la comptabilité, bien sûr. On doit toujours surveiller nos chiffres, là où on en est, nos rendements, ça compte pour l'argent qui rentre. Et puis on compte aussi toutes nos charges, l'argent qui sort. Si j'étais députée, je pense qu'une de mes premières missions, ça serait de réduire cette lourdeur administrative pour les agriculteurs dans un premier temps, parce que ça occupe énormément de notre temps. Ça nous prend beaucoup d'énergie, mais aussi pour tous les Français. Je pense que toutes les professions sont concernées, qu'on soit salarié ou qu'on soit chef d'entreprise. Ensuite, en même temps, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire pour éliminer toutes ces normes et ces réglementations franco-françaises qui nous accablent, qui vraiment nous prennent beaucoup de temps, d'énergie et donc d'argent, qui nous empêchent d'être compétitifs sur les marchés, alors que les autres produits qu'on va retrouver sur nos étalages ne vont pas forcément les respecter et pourtant ils sont bien vendus aux consommateurs français. Alors, il y a beaucoup de viticulteurs, d'agriculteurs sur votre 6e circonscription, en dehors de la ville de Béziers. Isabelle Voyer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Alors, écoutez, si je vais aller à l'Assemblée en particulier, c'est parce que justement, depuis 5 ans, je constate au travers de mes clients les difficultés qu'on a vis-à-vis des normes de la réglementation. C'est ce qui m'a motivée pour y aller. C'est vraiment le sujet clé. La surréglementation européenne, l'inégalité, effectivement, nationale par rapport à des préconisations, enfin, de la réglementation qu'il faut appliquer et qui, sur le terrain, sont invivables. Voilà, c'est le terme. Il faut savoir que le Code de l'environnement, c'est 18 000 articles, ça grandit tous les jours. On parle du Code du travail, mais on a les mêmes contraintes au niveau du Code de l'environnement. Il faut absolument arriver à calmer le jeu, à rétablir des normes qui sont des normes fonctionnelles et non pas des normes réglementaires européennes imposées. Ça veut dire qu'il faut moins protéger l'environnement ? Il faut protéger l'environnement avec des règles pragmatiques. Voilà. Il faut amener l'administration à coopérer, tout simplement, je vais vous le dire, à coopérer avec les personnes concernées. Je pense par exemple aux inspecteurs de l'Adréal, qui sont des gens extraordinairement compétents, qui ont toujours un rôle de contrôle, alors qu'ils pourraient avoir un rôle d'accompagnement. C'est ça. Et ça sera une grande force de notre pays si on arrive à changer. Ça suffira pour créer des emplois sur le territoire ? Alors, ça sera un levier. Oui, tout à fait. On peut revenir là-dessus parce que c'était la première question. Tout à fait. Il y a les mesures gouvernementales qui sont intéressantes, sur lesquelles vous êtes en approbation, et c'est tant mieux.
Mais il y a aussi de créer de la dynamique. Alors, il va falloir quand même s'attacher à voir comment, par exemple, le transport va évoluer. L'offre de transport de l'aéroport, elle est vitale. C'est 250 000 passagers annuels, 65 millions de retombées sur le Biterrois. C'est très précieux. Il va falloir que ça soit encore plus développé. C'est bon pour le commerce en centre-ville, c'est bon pour les campings, c'est bon pour le tourisme. Il va falloir aussi avoir une vision sur du tourisme hors saison, puisqu'on a un effet de saisonnalité et que ça sera intéressant. Le sujet de l'œnotourisme est assez pertinent pour ça, parce qu'on peut effectivement amener des gens sur le territoire. Ce sont des exemples. Et ensuite, avoir du rôle attractif, puisqu'on a beaucoup de foncier, pour que des entreprises complémentaires viennent s'installer. Vous savez que l'environnement, ça va être des enjeux. Il y a Cadran qui s'installe et qui est déjà là, présent. On va laisser un petit peu la parole à Emmanuel Ménard. Vous parlez beaucoup de votre territoire. Vous êtes censé défendre un petit peu le territoire national. Et les deux en même temps. Je suis désolée pour le en même temps. Les élections législatives sont des élections assez particulières, justement parce qu'ils recoupent le territoire national et le territoire biterrois. Alors, sur les propositions de Mme Boyer, qu'en pensez-vous ? Mais sur le territoire biterrois, alors, elle parle de développement de l'aéroport. Moi, je suis absolument 100% d'accord, mais pas seulement le développement des vols, des avions. Il faut aussi développer toutes les infrastructures qui sont autour. L'aéroport de Béziers a la chance d'avoir des terrains assez importants, assez nombreux autour de son aéroport. On a la chance aussi d'appartenir à une grande région qui s'appelle l'Occitanie. L'Occitanie, c'est Toulouse. Toulouse, c'est Airbus. Donc il faut développer l'aéronautique. On a ici sur Béziers, on a une grosse industrie qui s'appelle la Cameron. La Cameron a eu des difficultés économiques récemment, liées notamment au cours du pétrole, mais pas seulement. Beaucoup de ces sous-traitants, et j'en ai rencontré plusieurs, m'ont dit qu'ils avaient déjà envisagé et déjà commencé à prendre le virage de l'aéronautique. C'est vraiment un projet qu'il faut développer. Sur le Biterrois, toujours, l'implantation d'un grand parc d'attractions. Il me semble que c'est vital justement pour le développement du tourisme. De l'œnotourisme, je suis d'accord. Il n'y en a pas très loin du côté des parcs d'attractions. Ah non, mais on ne parle pas d'un parc de cette nature-là. Un énorme parc. Avec quelle thématique Ah, ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà. C'est dans les cartons, alors ? C'est absolument dans les cartons, et c'est un projet qui nous tient très à cœur. Donc c'est la municipalité qui porte ce projet largement ? Pas seulement, le département aussi. Et le département et la municipalité de Béziers travaillent de concert, ce qui prouve que quand même, on n'est pas si isolé. Madame Boyer, pour terminer sur l'économie, on va passer à la sécurité, parce que le temps passe très vite. La sécurité, oui, bien sûr. Allez-y sur la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos concitoyens ? En tant que citoyenne... Oui. On veut parler effectivement de la sécurité avec un chiffre là aussi. Oui, pour démarrer, 10 000 policiers et gendarmes, c'est ce que promet le programme d'Emmanuel Macron, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. À quel endroit et pourquoi faire, Isabelle Voyer ? Alors, surtout pour instaurer de la police de proximité en complément de l'existant. C'est essentiel de relier, d'avoir du lien entre la population et effectivement la police. C'est une police qui aura un pouvoir de sanction immédiate, par des amendes. Ça, vraiment, il faudra évaluer l'efficacité de ce sujet-là. Des moyens aussi matériels, il en faut, ils en ont besoin. Ça me paraît tout aussi important pour eux. Donc, ensuite, des renseignements généraux locaux qui sont plus développés, une task force qui sera positionnée au niveau national, et aussi un vrai combat au niveau de tout ce qui est contamination via les voies numériques. Internet est pourvoyeur aujourd'hui probablement de conversion djihadiste. Il faut avoir beaucoup de vigilance là-dessus. Et là, le gouvernement est en train vraiment de mettre le doigt là-dessus. Au niveau européen, c'est important. Donc, toutes ces forces-là, on va les avoir. Ensuite, on a... Parmi les candidats En Marche, l'ancien patron du RAID. Il est clair que moi, j'irai le voir si je sens que ce n'est pas suffisamment porteur, efficace, et qu'on travaillera sur ce sujet-là. La sécurité, c'est vital pour tous les citoyens. Je suis absolument concernée. Je suis une femme seule, je rentre tard le soir après mes réunions professionnelles. J'avoue que pour l'instant, je me sens en sécurité et on va la renforcer. Et là, c'est vraiment le sujet qui m'importe au plus haut point en tant qu'habitante du territoire. Vous avez de la chance, Madame Voyer, de vous sentir en sécurité, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que sécurité... Si je vous montre la vidéo que j'ai filmée hier soir devant ma porte en rentrant, je ne le fais pas publiquement. Croyez bien qu'il me faut beaucoup de courage. J'avais 8 personnes devant mon pas de porte, j'ai filmé. Il faut que vous nous racontiez là maintenant. Qui occupaient l'espace sans vouloir vous laisser passer. Tout à fait.
Bon, Mais il se trouve que ce sont vous des avez appelé la personnes- police municipale, j'espère, Madame Voyer. Écoutez, je suis déjà allée voir qui c'était. Ce sont des personnes qui, malheureusement, font, un bar ambulant la nuit. J'en ai habitude. Je me suis adressée à eux gentiment, mais il a fallu que je leur demande de se retirer pour que je puisse rentrer. Alors, On vous écoute sur la sécurité, puis on conclura ensemble. Hein. Parce que la sécurité, me semble-t-il, d'abord la sécurité, c'est la première liberté des Français. Hein, donc il faut absolument insister sur cette préoccupation-là. La sécurité, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect lutte contre le terrorisme, qui est évidemment un aspect très important avec les moments que nous vivons actuellement et ce qui vient de se passer encore dernièrement en Angleterre. Et sur le parvis de Notre-Dame à Paris, mais aussi la sécurité au quotidien. Et la sécurité au quotidien, c'est pas seulement la lutte contre le grand banditisme, c'est la lutte contre les petites incivilités. Les petites incivilités qui se passent dans la rue. Mais pour ça, il sait très bien de renforcer les pouvoirs de police, et je le demanderai et j'y veillerai. Effectivement, la police a besoin d'être renforcée matériellement et moralement également. La police a besoin d'être soutenue. Et nationale et municipale, vous demandez plus de pouvoir pour les maires ? Je demande plus de pouvoir pour les maires, pour les polices municipales, effectivement, mais aussi nationalement. Je pense qu'on ne peut pas répondre à un policier qui est d'un policier national qui est dans une banlieue parisienne et qui est en face d'une manifestation et qui reçoit un cocktail Molotov. On ne peut pas juste lui répondre que c'est pas grave, on va lui donner une tenue qui luttera contre le feu. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas se contenter de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la police seule, elle ne peut rien. La sécurité en France, ça doit marcher sur ces deux pieds. Donc c'est la police et la justice. Et il faut lutter contre le laxisme judiciaire. Parce que les Français, ils en ont marre. Effectivement, quand ils voient le petit dealer en bas de chez eux, qui est arrêté dans Pourtant, le meilleur des cas... il y a de plus en plus de gens incarcérés, les peines sont de plus en plus longues. Sur les statistiques. Oui, sur les statistiques, mais quand on voit effectivement qu'une majorité de peines, de petites peines, n'est pas exécutée, je vous avoue que les gens, ils en ont ras-le-bol. Quand ils voient en bas de chez eux, effectivement, les petits délinquants, les petits dealers se faire arrêter dans le meilleur des cas et être lâchés ensuite parce que le juge, justement, sait qu'il n'y a pas de place en prison et qui reviennent les narguer 3 jours après ou 1 mois après, ils peuvent plus supporter ça, les Français. C'est ça qu'ils ne veulent plus. Donc, et c'est cette insécurité-là Allez-y, qu'il faut répondez, combattre. L'argent pour la justice, elle est bien dans le programme de notre président, Emmanuel Macron, puisqu'aujourd'hui... Je ne sais pas, parce qu'il paraît que notre ministre de la Justice est sur la sellette aujourd'hui. Oui, monsieur, oui, ça, ce sont effectivement les fantômes qui existent actuellement pour remettre en cause un programme. Le programme, lui, il existe. Et il est bien explicite sur toutes les petites peines. Elles seront exécutés. Voilà, ça c'est bien écrit. Il y aura également, pour pouvoir les faire exécuter, parce que c'était un petit peu la difficulté de la justice, il faudra aussi construire davantage de places en prison. Absolument. Donc il y a de la cohérence par rapport à absolument ces d'accord. sujets-là. Donc la deuxième jambe, elle existe dans le programme d'Emmanuel Macron. Il nous reste à peine 2 minutes pour conclure. Oui. Si vous êtes élu député dimanche prochain, quel député serez-vous en une phrase? Allez, Emmanuel Ménard, peut-être à vous de commencer. Écoutez, je serai une députée de proximité. Je pense que c'est vraiment ce que les gens attendent aujourd'hui. Moi, je le vois tous les jours sur les marchés, à la rencontre des commerçants, à la rencontre des artisans. Les gens ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Ils n'en peuvent plus de ces politiques qui viennent une fois tous les 5 ans chercher leur voix. Ils ont besoin de proximité. Je me suis engagée auprès d'eux. C'est un des seuls engagements que j'ai pris parce que j'ai vraiment toujours dit que je ne voulais pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Si je suis élue députée, j'aurai une permanence qui va tourner dans tous les villages parce qu'il me semble que c'est à l'élu d'aller à la rencontre des habitants, des citoyens et non pas à l'inverse. Voilà. Et je serai particulièrement vigilante justement aux populations défavorisées, aux populations fragilisées et notamment les retraités. Merci. Parce que je pense que c'est eux qu'il faut protéger en priorité. Et on laisse madame. 1 minute maintenant à Je pense Isabelle que Voyer. la proximité d'un député, elle doit exister, mais c'est surtout la proximité, c'est surtout avec le maire que les citoyens l'obtiennent. Et en complément, Justement, le ils auront un député maire et sera en non, 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 proximité on va l'écouter, avec madame. et les élus, c'est-à-dire les maires et les habitants. Et ce qui est essentiel pour tout ce territoire, qui est magnifique, c'est d'avoir le relais national, parce que je serai rapporteur efficace au travers d'une assemblée majoritaire pour pouvoir mettre les points là où ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je souhaite à tous les habitants du Biterrois, c'est qu'il y ait un deuxième nom qui soit connu en dehors du Biterrois et qui soit Isabelle Voyer. Voilà. Merci beaucoup mesdames, à pour toutes les deux. les argumentaires et d'être venues ici à Montpellier pour débattre. Merci à vous. Et on va vous demander de bien vouloir laisser votre place. Place à 2 autres candidates. On va ouvrir notre deuxième débat dans quelques secondes.
Cap sur Montpellier, la deuxième circonscription de l'Hérault, un duel à présent entre Stéphanie Janin et Muriel Ressiguier. Même principe, petite carte d'identité. Pendant que vous vous installez, merci à toutes les deux de bien vouloir participer à ce débat. On va commencer avec vous, Stéphanie Janin. Vous êtes architecte urbaniste, deuxième adjointe au maire de Montpellier, en charge de l'urbanisme, vice-présidente de la métropole. Vous vous êtes retrouvée un peu par hasard en politique, après avoir envoyé une lettre à Philippe Sorel pour l'interpeller sur le développement de la ville. Et il vous a embarqué dans l'aventure des municipales. C'était en 2014. Cette fois, vous vous présentez sur cette deuxième circonscription soutenue par La République En Marche, mais vous n'êtes pas encarté. Muriel Ressiguier, vous êtes fonctionnaire à la direction régionale du service médical. Je ne suis pas fonctionnaire. Employé. Allez, on va corriger en direct, c'est ça l'avantage. Vous êtes conseillère régionale, vous avez pris votre carte au parti de gauche après avoir vu Jean-Luc Mélenchon en meeting ici au Zénith de Montpellier. Non. Ça ne va pas non plus, on corrige au fur et à mesure. Non. Après m'être engagée dans la campagne des présidentielles en 2012 et des législatives. Et vous avez déjà mené plusieurs combats politiques, ça c'est juste. Oui, ça, c'est juste. Vous êtes la candidate de la France insoumise sur cette circonscription 100% Montpellier-Rennes, une ville où vous habitez depuis l'âge de 12 ans. Allez, oui, c'est ça. Ah, bingo, ça j'ai gagné. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais me permettre une petite rectification. Je ne suis pas arrivée par hasard. C'est un engagement citoyen il y a déjà 3 ans. Mais vous n'étiez pas dans la politique avant. Je n'étais pas dans la politique, voilà. Jamais encartée. Mais en tout cas, cet engagement citoyen qui paraissait à l'époque finalement pas si lointaine, tout à fait original, et bien aujourd'hui, je vois qu'il prend de plus en plus d'ampleur. Allez, on va avoir l'occasion d'en parler, mais d'abord, on va repréciser bien les enjeux pour dimanche prochain. Avec les chiffres du ministère de l'Intérieur pour voir quel est le rapport de force. Chiffres, évidemment, qui sont officiels. En l'occurrence, Madame Janin, vous êtes arrivée en tête avec 28,58% des voix, suivi de Madame Ressiguier, 22,81% des voix. À noter une très forte abstention sur le secteur et beaucoup de voix de gauche qui se sont réparties entre les candidats socialistes ou encore Madame Le Dain, qui était la candidate du Parti socialiste, l'ancienne députée du Parti socialiste qui est partie cette fois-ci sans étiquette. Bref, l'abstention sera un élément très important pour le résultat du second tour. C'est peut-être la première question qu'on peut vous adresser. Alors, comment aller chercher les gens qui ne sont pas venus lors du premier tour? 80% d'abstentionnistes, par exemple, à la Paillade, à l'école d'Heidelberg. Oui, l'abstention, c'est une vraie question qui pose pour moi la faillite de notre démocratie actuelle. Le fait que les gens ont l'impression, et c'est malheureusement pas toujours une impression, qu'accomplir cet acte citoyen d'aller voter, ça ne peut pas changer les choses, ça ne peut plus contribuer à changer les choses. Parce qu'on leur dit de toute façon, c'est pas la peine d'aller voter pour les législatives puisque le président Macron a déjà une large majorité, c'est pas la peine de vous déplacer. Et en plus, il va gouverner par ordonnance, donc le rôle des députés, parce que les gens ne sont pas quand même complètement idiots, ils se sentent un peu floués et ils se demandent à quoi ça sert. Et c'est un piège parce qu'en n'allant pas voter, ils vont permettre, s'ils persistent, à cette prophétie de s'accomplir et il n'y aura pas des gens qui défendront leurs idées. Donc pour combattre l'abstention, déjà, à mon avis, il faut réfléchir à un nouveau fonctionnement de démocratie. Nous, c'est la 6e République. Il faut aussi que les gens s'impliquent eux-mêmes. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas de sauveur suprême, il faut qu'ils y aillent eux-mêmes, il faut qu'ils prennent les clés et qu'ils se bougent et qu'eux aussi prennent les choses en main. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire là dans cette campagne, si c'est votre question? Évidemment, on va continuer à essayer de convaincre. On est en contact avec eux permanent et on n'a pas d'autre arme que d'essayer de les convaincre et de leur faire prendre conscience que l'enjeu est extrêmement important parce que tout va bouger dès cet été dans leur vie et c'est eux qui vont choisir. On a les élus qu'on mérite. C'est eux qui les choisiront. Madame Janin, justement, cette candidature, pourquoi ce contour et comment? L'abstention, c'est le résultat du quinquennat avec 2 élections qui se suivent et qui entraînent une certaine lassitude de la part des électeurs. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, à Montpellier, dimanche soir, l'enjeu, il est colossal pour les 5 ans à venir. Je crois que la candidate d'extrême gauche propose un programme d'opposition contraire à ce qui avance. Et moi, bien au contraire, ce que je veux, c'est porter une ambition pour Montpellier, mettre Montpellier dans ce train en marche, aller de l'avant, construire et surtout avancer et surtout pas regarder derrière et arriver dans cet immobilisme que les Français craignent beaucoup aujourd'hui. Extrême gauche, vous avez souri?
Oui, je souris, mais bon, c'est pas fondamental comme débat. On aura un débat sur l'extrême gauche quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Je me considère pas comme d'extrême gauche du tout. Le programme que nous portons est un programme humaniste, écologique, qui n'est pas absolument pas d'extrême gauche. Mais peu importe. Enfin, c'est pas la question. Mais quelle voie vous allez pouvoir récupérer les unes et les autres? Le problème, c'est la position dogmatique et l'idéologie versus l'envie d'avancer, de construire. Et je crois que quand on est dans l'opposition et qu'on place l'idéologie au-dessus de tout, eh bien, on ne propose pas un projet pour les Montpelliérains, pour les Montpelliéraines. On propose un avantage pour son parti politique, une progression pour son parti politique, mais pas pour les habitants d'un territoire. Allez-y. Alors au contraire, moi je crois qu'avoir des valeurs, avoir des idées, y être fidèle, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut y être fidèle et que ces valeurs-là, on les porte. Nous n'avons pas vocation à être et à rester dans l'opposition. Hélas, pour certains d'entre vous, nous avons vocation à défendre l'intérêt général et à un jour devenir majoritaire. Il s'en est fallu de peu. Voilà, donc nous ne sommes pas cristallisés sur le fait d'être dans l'opposition, mais bien au contraire de faire progresser nos idées. Et on a vu que le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle n'est pas un score dérisoire. On a vu également que 80% des gens qui ont voté pour lui et pour nous également, parce que ce report aussi s'est effectué aux législatives, ont voté pour un programme, ont voté pour des idées qui n'est pas archaïque. Est-ce que c'est moderne de casser le code du travail? Est-ce que c'est moderne de casser la santé, l'éducation? Ce sont de vraies questions qui méritent de vrais débats. Madame Jeannin, demain, si vous êtes élue par les Montpelliérains, vous serez une députée de la majorité. Pourquoi faire pour casser le code du travail? On va venir, parce que c'est une question qui est centrale. Je réponds juste là, à Madame Ressiguier. Vous dites que vous n'êtes pas dans l'opposition, mais finalement, vous courez à toutes les élections et à chaque fois, vous vous placez dans l'opposition, même si parfois, vous démarrez dans la majorité et puis quelques jours ou quelques semaines après, vous vous placez dans l'opposition. Et ça, c'est votre choix, je le respecte. Mais moi, ce que je dis, c'est que pour les 5 ans à venir, pour Montpellier, être dans cette opposition, ce ne sera pas constructif. On n'avancera pas et il faut absolument qu'on puisse participer à cet élan formidable que connaît le pays aujourd'hui. Et au milieu de 400 députés En Marche, vous pourriez avoir un rôle, vous, si les Montpelliérains vous font confiance? Oui. Bien entendu, un rôle important. Le rôle de bâtir la loi et de construire la loi de par la connaissance qu'on a d'un territoire, en parlant aux habitants, en s'appuyant sur la compétence du tissu associatif. Et ça, ce sont des expériences qu'on doit faire remonter. Je prends un exemple très simple, le logement. J'ai travaillé pendant 3 ans sur le logement abordable, c'est-à-dire un logement moins cher et plus en adéquation avec les attentes des habitants. On a mis en place une méthode montpelliéraine qui est aujourd'hui reconnue au niveau national. Le président Macron souhaite avancer cette question du logement abordable. Il la place comme centrale dans la question du logement. Et bien là, typiquement, si je suis élue à l'Assemblée nationale, je pourrais faire valoir cette expérience montpelliéraine. Nous avons un cran d'avance et c'est un exemple tout à fait précis sur lequel notre expérience montpelliéraine, ce qu'on a bâti déjà ici, va nous permettre d'avancer et de construire mieux cette loi. Allez, vous avez prononcé tout à l'heure le mot qui fâche, le code du travail, le gros livre rouge qui agace tout le monde. Mais vous allez avoir l'occasion de débattre, Muriel Rissiguier. Je pense que ce sujet va beaucoup vous plaire. Réformer le code du travail par ordonnance, taper vite et fort pour avancer l'emploi. Ça, c'est le but d'Emmanuel Macron. Madame Rissiguier, vous serez vent debout contre cette réforme, oui, j'imagine. alors pas, c'est toujours pareil, pas parce que ça me plaît d'être vent debout, mais parce que je considère que c'est nécessaire. Moi, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études depuis que j'ai 16 ans, et je trouve que c'est un peu curieux, surtout quand on propose la moralisation de la vie politique, quand on voit des scandales, des affaires qui éclatent en ce moment, et quand on dit aux gens, il faut être raisonnable, il faut être moins payé, il faut être plus souple, il faut que ce soit plus simple, il faut être pragmatique. Je crois qu'on parle de la vie des gens et je crois que cette façon en plus de gouverner par ordonnance qui est extrêmement autoritaire, ce qui est curieux quand on se gargarise d'être certain d'avoir la majorité, c'est un manque de dialogue, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui va se passer? Ça veut dire l'inversion des normes, ça veut dire que les gens ne seront plus protégés par le code du travail et par la loi, ça veut dire que vous aurez en face d'un employeur des salariés qui vont devoir négocier. On sait très bien qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, c'est pour ça qu'il y a le code du travail, c'est pour ça qu'il y a la médecine du travail, les prud'hommes, etc., qui existent et qui ont été mis en place. Et ça veut dire que les gens vont être isolés,
ne vont pas pouvoir négocier. Mais on va et vous que dire, il y a du dans chômage, chaque il faut trouver une entreprise- recette. Oui, on va en parler du chômage. Et que dans chaque entreprise, on va décider de la légalité du temps de travail, du paiement des heures supplémentaires. Chaque entreprise aura sa façon d'appliquer le code du travail. Le chômage, il n'est pas dû à ça. Regardez le dumping Moins de social. protection pour les salariés. C'est le moins de retour de protection. Germinal de Zola. Les ordonnances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Le président Emmanuel Macron souhaite répondre à l'attente des Français et des Françaises qui ont voté pour lui, et il souhaite le faire rapidement. Mais c'est pour éviter ce que l'on voit là, c'est-à-dire ces énormes manifs contre la loi El Khomri. Les Français et les Françaises se sont prononcés sur le fond et sur la forme. Donc aujourd'hui, que le président Emmanuel Macron souhaite avancer rapidement sur ces questions, c'est tout à fait normal. Vous n'avez Et pas d'ailleurs, répondu, le Stéphanie Parlement- Janin. Est-ce que c'est pour D'ailleurs, éviter des excusez-moi, je mouvements de finis sur foule? la question des ordonnances. D'ailleurs, le Parlement exercera bien sûr son contrôle avec la loi d'habilitation qui est éclairée par le gouvernement et il ne va pas voter les yeux fermés puisqu'on rend compte de ce qui se fait. Et puis je rappelle quand même que le général de Gaulle avait créé la NPE sous l'ordonnance en 1967 et que Mitterrand en 1982 avait aussi, au travers des ordonnances, créé la 5e semaine de congés payés et la semaine de Là, les gens 39 vous heures. diront c'est des acquis. La gauche va dire c'est pas tout à fait des acquis. C'est Oui, quand mais même sur la philosophiquement méthode, vous différent. parlez de la méthode des ordonnances, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est pas une surprise. Le président Macron a largement été élu, vraisemblablement sur il va le avoir une code majorité du importante. travail. Quelle est l'urgence? Moi, sur la question du travail, je pense qu'il faut absolument libérer le travail. Les Français et les Françaises, ils veulent avancer aujourd'hui. Ils doivent pouvoir avoir tous la chance de tenter des choses, d'essayer, de réussir. Parfois de trébucher, et là la société doit les accompagner. Je pense par exemple à la mesure sur la généralisation de l'assurance chômage. On remet les citoyens en égalité aussi par rapport à ces questions-là. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un véritable esprit enthousiaste et d'entreprise, et que moi je souhaite que Montpellier fasse partie de ce train-là. Libérer le travail, c'est les propos de Madame Janin. Oui, mais c'est normal, ce sont des propos libéraux, mais c'est normal, c'est sa ligne politique, on a chacune la nôtre. Libérer le travail, c'est pas ça. La vraie question qu'il faut se poser dans la société actuelle pour faire réduire le chômage, c'est comment on fait pour lutter contre le dumping social. Même Madame Merkel, d'ailleurs, a trouvé que Monsieur Macron allait un peu trop loin avec ses projets d'ordonnance. Donc vous voyez, on a un peu de marge, c'est pas si urgent que ça, on peut prendre le temps. Alors votre de faire les recette, à choses. défaut d'ordonnance Alors, pour vous j'ai pas de baguette magique, mais ce qui est certain, Votre c'est vision. que ma vision est que le système actuel d'une économie qui est financière, au lieu d'être basée sur une économie réelle, est à bout de souffle. Donc il faut revenir à une économie plus relocalisée, à des circuits courts. Il faut revenir à des choses un petit peu plus basées sur la réalité. Il faut empêcher aussi tous les licenciements boursiers, toutes ces choses-là. On a Sanofi, on a IBM, on a vu que le CICE, que le CIR, que tout cet argent qu'on donne comme ça en blanc-seing aux entreprises et sans réel contrôle, ça ne fait pas régresser le chômage. Donc, On il a faut créé réfléchir. 240 000 emplois quand Donc, même il là, faut sur la réfléchir. dernière année. Demander à tous les gens qui sont au chômage de plus en On plus. a multiplié demander- par deux demandez-leur. les CDD de moins d'un Qu'est-ce qu'il mois, faut faire certes. Si vous pouvez juste me laisser finir de développer, Allez-y. parce que c'est pas évident après d'aller jusqu'au bout Je vous en prie. d'une pensée. Allez-y, Voilà. allez-y. Donc, pour réduire le chômage, il faut se poser la question aussi de la place du travail dans notre société. La question, c'est est-ce que c'est moderne de revenir par ordonnance à une situation qui était antérieure aux lois de 1898 ? Pour moi, la réponse est non. Est-ce que le travail a encore une valeur, une place dans la société ? Pour moi, la réponse est oui. Partageons-le. Allons vers une réduction du temps de travail, faisons aussi un protectionnisme un peu économique et social. L'idée, c'est d'élever tous les autres pays de l'Union européenne vers le haut et pas vers le bas. Faisons en sorte que tout ce qui est le résultat du travail d'enfants, le résultat de travail de gens qui sont payés beaucoup moins que nous, que ces produits-là soient taxés à l'importation de manière à ce qu'ils reviennent aussi chers que si ces gens avaient des conditions sociales équivalentes. Et réfléchissons un peu à quelle société nous voulons et comment nous voulons vivre. Et est-ce que l'argent, est-ce que vraiment avoir énormément d'argent, c'est la valeur absolue ? Est-ce qu'on peut supporter qu'il y ait de plus en plus de riches et de plus en plus de gens qui crèvent ? Montpellier, Allez-y, Madame 25% Janin. On est sur deux Il faut visions de la surtout société. libérer les énergies des entreprises et des entrepreneurs et absolument sortir des dogmes. Si je prends par exemple la question environnementale qui m'est très chère, le défi climatique, c'est sans doute le défi de notre génération. Et là, on n'a pas le droit de se tromper. Je pense que l'écologie, l'environnement, la préservation de l'environnement avancera quand elle sera aussi créatrice de richesse. Et sur la question environnementale, on avancera parce qu'on crée de l'emploi, parce qu'on crée de la richesse. Par exemple, le président Macron propose de rénover 1 million de logements d'ici 2022. C'est par exemple quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 ans à Montpellier. Pourquoi ? Parce que là, on agit sur 3 secteurs
secteurs. Sur l'emploi, bien entendu, parce qu'il faut donner du travail à nos entreprises, sur la question environnementale avec la limitation des gaz à effet de serre, et également sur la précarité énergétique, qui est aujourd'hui un grand sujet de disparité sociale et d'inégalité sociale. Madame, quand vous allez dans les quartiers populaires qui sont vraiment le cœur de votre circonscription... Il faut rénover leur logement. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui cherchent un emploi? On sait que le chômage des jeunes est préoccupant dans certains quartiers de Montpellier au nord. Bien entendu, c'est pour ça qu'il faut libérer l'emploi, c'est pour ça qu'il faut que qu'ils soient entrepreneurs. Ils ont le droit de travailler. Mais ça existe déjà, le statut d'auto-entrepreneur. Bien sûr, mais il va être largement amélioré. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Il va être largement amélioré et surtout donner la possibilité d'essayer, de se tromper, d'avancer. Et tous les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ont aussi le droit aujourd'hui de créer et de regarder devant et pas de regarder ses pieds. Vous-même, qu'est-ce que vous dites aux jeunes des quartiers que vous rencontrez qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas facilement en tous les cas? Non, ils n'en trouvent pas facilement. Moi, je fais partie de la génération, pareil, qui était une génération intérim, qui a connu le chômage, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis attachée aussi à la protection des salariés, à la possibilité d'avoir un CDI, à la possibilité d'avoir une formation continue. Non, mais là, comment on devient salarié? C'était ma question avec un CDI. Comment peut-on devenir salarié avec un CDI? Comment on fait pour que ces jeunes trouvent de l'emploi? On va parler de l'école juste après. C'est le programme de l'avenir en commun que nous défendons, c'est-à-dire on a un programme de sécurité sociale à 100% qui n'est pas juste pour la santé, qui concerne aussi le droit effectif au logement et à l'emploi, avec une période d'études de 3 ans où les jeunes sont financés pour justement pouvoir accomplir leurs études sans travailler à côté. Tous ceux qui l'ont fait savent que c'est pas que c'est impossible, mais c'est toujours plus compliqué et c'est normal, ça libère de ses préoccupations. Ça veut dire avoir la possibilité de se former en continu, ça veut dire des diplômes aussi d'État qui sont reconnus à même valeur, ce qui risque là d'être mis en cause, et ça veut dire aussi que l'État va accompagner en assurant aux gens, dans les périodes où ils ne sont pas embauchés, un emploi. C'est pas complètement délirant, hein, ça c'est déjà fait, mais c'est toute une réflexion globale de la société transversale pour revenir aussi à ce qui a été dit sur l'écologie. Vous nous emmenez sur la formation. On va peut-être, si vous voulez bien, justement faire une petite pause, écouter un témoignage et on continuera tout à l'heure. Parce que j'aimerais qu'on écoute ce restaurateur montpelliérain. Il nous parle de la difficulté d'entreprendre, on l'a évoqué, mais aussi de la formation des plus jeunes et de l'école. Écoutez. Mon quotidien, c'est un quotidien de restaurateur, patron, et énormément de responsabilités, mais surtout d'administratif. On passe une partie de la journée à faire l'administratif, c'est-à-dire toute une matinée, déjà presque tous les matins, c'est l'administratif. Et après, on fait un service où c'est la partie ludique du travail, on va dire. Si j'étais député, pour moi, le rôle du député, c'est surtout qu'il soit exemplaire. L'exemplarité dans les actes et dans les paroles. Alors déjà, à l'Assemblée nationale, il faudrait que les députés y soient. Donc moi, si on pouvait gérer ça comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y aurait pratiquement des pointeuses à l'entrée de l'Assemblée nationale, ça serait pas mal du tout. Parce qu'un salaire minimum entre 5 000 ou 8 000 euros net, sans parler de tous les avantages qu'ils cumulent à côté, et ne pas être présent à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple, pour moi, ça me paraît vraiment pas normal. Ensuite, faire des choses, l'éducation, on a abandonné, c'est-à-dire que maintenant, on n'a que des filières très simples, mais on a abandonné toute une génération. Donc ils n'ont pas d'éducation. Ils rencontrent la première autorité quand ils rencontrent l'entrepreneur. C'est-à-dire que nous, on rencontre des enfants, quand ils arrivent en CAP et compagnie, c'est la première autorité qu'ils rencontrent, c'est nous. Il n'y a pas eu d'éducation avant, de cheminement avant. Donc de la même façon, une loi qui remettrait, moi je suis assez d'avis de remettre un petit bout de service militaire, parce qu'au moins ça donne une lignée aux gens et ça leur donne un chemin par rapport à l'État. Voilà, un monsieur qui a donc plusieurs idées, dont le retour du service militaire. Je ne crois pas que ce soit dans le programme d'Emmanuel Macron. On parlait de la facilité à arriver à obtenir un travail, la qualité de la formation, de l'apprentissage. Emmanuel Macron propose de grandes réformes par rapport à l'apprentissage. Mais moi, je voudrais revenir à l'éducation, parce que tout se joue à l'école. Il faut retrouver les valeurs, les connaissances les plus importantes à l'école. Lire, écrire, compter. C'est la base. Et quand on n'a pas ça en 6e, quand on arrive en 6e et qu'on ne sait pas lire, écrire, compter, c'est l'échec scolaire au bout de la route et tout ce qui s'ensuit. On connaît bien toutes ces problématiques. Et donc, il est majeur de replacer l'apprentissage de ces savoirs fondamentaux à l'école et que l'école soit une chance pour tout le monde. Retrouver cette école républicaine que beaucoup ont connue dans les générations précédentes. Et une mesure nous intéresse particulièrement sur cette deuxième circonscription. Ce sont les demi-effectifs, donc 12 élèves maximum dans les classes
commerces REP+, ça va concerner La Paillade, Cévennes, Pergola, Figuerolles, Cité-Gély. On a là une réforme majeure qui va être mise en place dès la rentrée 2007 et qui va permettre un regard particulier. Dès la rentrée 2017, vous avez dit ? Oui, 2017, avec un regard particulier qui va permettre de s'adapter à l'enfant pour qu'il puisse progresser et avoir toutes ses chances. Et vous savez, quand on est parent, quand on est maman, quand on est papa, on veut le meilleur pour ses enfants. Et chacun a le droit d'avoir le meilleur pour ses enfants. Madame Rességuier, comment on fait pour échapper à la reproduction sociale telle que l'école interne ? Le déterminisme social. Ouais. Alors déjà, au niveau de l'exemplarité des élus, je pense qu'il a raison quand on voit la crise de confiance qui existe avec les politiques. Je pense justement que pour arriver à cette exemplarité, il faut un statut de l'élu. Nous, on défend la révocabilité de l'élu, c'est-à-dire la possibilité de remettre en jeu aussi son mandat si... Mais sur l'école, sur la réussite scolaire. On va peut-être rester sur l'école, si vous voulez bien. Ne posez pas, je réponds... Pourquoi je ne peux pas répondre moi à toutes les questions? Je ne peux pas parler d'écologie, il y a des sujets je ne peux pas aborder. Non, vous pouvez parler de tout, il n'y a pas de problème. On a juste envie de vous dialoguer sur l'éducation. On défend 60 000 enseignants en plus recrutés, avec une augmentation, parce que les points ont été gelés, comme vous serez dans l'opposition, vous n'aurez rien du tout. Renforcer la présence aussi d'adultes dans les établissements, la reconstitution d'un contingent aussi d'enseignants remplaçants, l'école vraiment gratuite en primaire, c'est-à-dire les manuels scolaires, c'est-à-dire la cantine bio, c'est-à-dire assurer aussi un soutien scolaire. L'école de la République, c'est très important. C'est ce qui se permet à ceux qui n'ont pas l'arrogance de leur naissance, qui n'ont pas des gens pour les aider et l'argent de s'élever. Il faut quand même respecter tout le monde. Dans la société, doit être respecté, et de quelle pouvoir que soit sa justement naissance. Accéder à ces responsabilités-là. L'éducation, le programme de M. Macron, on n'en a pas parlé, il y a dedans l'autonomie des établissements. Alors ça, il faut faire attention, ça veut dire que le chef d'établissement va choisir qui il recrute, etc. On est en train de glisser vers une inégalité du système éducatif. C'est un débat qui mériterait du fond et plus Madame Jeannin va vous répondre pour ça. L'autonomie un danger ou pas? C'est exactement tout l'inverse. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être décidées par la loi et après il y a des choses qui se décident sur le terrain avec beaucoup de pragmatisme, en réalité avec la connaissance des territoires, des personnes, des personnels encadrants, des enseignants, des parents d'élèves. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Montpellier, on va construire pendant 1 an l'adaptation des nouveaux rythmes scolaires de manière à construire ça en concertation. Ça veut dire quoi, l'adaptation des nouveaux rythmes scolaires précisés? Emmanuel Macron propose que chaque ville puisse avoir une part de liberté sur l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Donc on va repasser à 4 jours sur Montpellier, c'est ça? Non, on va le travailler pendant une année. On va le travailler pendant une année en lien avec les personnels qui travaillent dans les écoles, les enseignants et les parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, on doit beaucoup plus faire émerger une pensée qui vient des usagers, des habitants, des Montpelliérains et des Montpelliéraines en ce qui nous concerne, beaucoup plus que de croire qu'on a la vérité sous le bras, tout seul dans son coin. Et ça, c'est un véritable changement de société auquel on assiste. Et il faut que nous, personnels politiques, nous soyons capables d'accompagner cela. Vous êtes sceptique? Oui, je suis sceptique, mais c'est normal, on ne défend pas la même ligne politique. Nos projets sont complètement opposés. Je crois au contraire qu'il faut qu'il y ait un cadrage national pour l'éducation, pour garantir à tous le même accès. Et je me demande un peu, parce que comment on fait quand on accepte la baisse des dotations aux collectivités? Comment on fait quand on accepte en même temps le transfert des compétences aux régions pour garantir cette égalité, cette école républicaine sans qui beaucoup de gens n'auraient jamais accédé à autre chose, n'auraient jamais dépassé justement ce dont on parlait tout à l'heure, le déterminisme social? Et comment vous voulez que les gens des quartiers se projettent? Regardez ce qu'ont fait les maires de l'école du Petit Bar. Elles ont combattu pour quoi? Elles ont combattu pour l'école républicaine, laïque et pour la mixité sociale. Donnez-nous de la mixité sociale, c'est ça qu'elle voulait. Et c'est l'État qui est garant de ça, c'est l'aménagement du territoire, c'est arrêter la mise en concurrence, que ce soit des régions, que ce soit des gens, que ce soit des écoles et que ce soit des enfants. Je crois qu'on est à un choix de société, à un basculement possible. Et sur cette mesure, Madame Rességuier, vous vous mettez toujours dans cette posture d'opposition. Regardez votre suppléant, Monsieur Revol, vice-président de la métropole. Quand il se met en marche avec Philippe Sorel, ils font la régie publique de l'eau et tout se passe très très bien. Je crois qu'il faut avoir envie, il faut avoir le sourire. La gauche par l'exemple. Il faut regarder, il faut avancer, il faut avancer. Et croyez-moi que je travaille d'arrache-pied et en bonne intelligence avec les écologistes et ce regard d'avenir, avec ce regard d'avenir. Parce que quand on se met en marche, quand on prend les bonnes intelligences venues de partout, et ben on avance beaucoup plus et on a fait la régie publique de l'eau. Voilà. Donc la régie publique de l'eau, c'est quelque chose qu'on porte nous parce qu'on considère que c'est un bien commun. Et comme je le disais, nous
on n'a pas vocation à rester dans l'opposition, c'est la gauche par l'exemple. Chaque fois qu'on peut arracher quelque mais vous, chose... Madame Resiguier, vous y mettez toujours dans l'opposition. Terminer, ou est-ce que vous y mettez toujours dans l'opposition? Comme un homme, là, hein. J'ai l'impression d'avoir un débat avec un homme, c'est rigolo. Mais peu importe, et alors, les hommes, ils n'ont pas le droit d'exister. Est-ce que je peux parler? Voilà. Donc la gauche par l'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que vous dites, c'est pas parce qu'on ne varie pas et qu'on ne renie pas nos valeurs et qu'on n'a pas de compromission pour être toujours avec ceux qui sont en place et pour prendre des places, qu'on ne veut pas faire les choses. Moi, je suis présidente de la commission économie de proximité à la région. On travaille, et je travaille beaucoup. Ça ne me rapporte pas un centime de plus. Et je travaille en bonne intelligence, notamment avec les écologistes. Et qu'est-ce que ça a apporté à Montpellier? Qu'est-ce que vous avez apporté à Montpellier, aux Montpelliérains, aux Montpelliéraines dans votre travail de conseillère régional? Justement, des subventions à des petites entreprises, à l'économie sociale et solidaire. Autre chose que l'arrêt de la ligne 5 du tramway, que la gare de la Mogère, que cette espèce d'urbanisme pour les riches que vous voulez faire du côté de la région a signé le contrat et vous êtes vous-même administratrice de la SAM qui aménage. Vous êtes parfaitement au courant du dossier. Allez-vous voter les baisses de dotation? Allez-vous voter les ordonnances? Vous utilisez un dossier. Ce sont des questions que les électeurs ont besoin. Je voudrais pouvoir parler de la gare de la Mogère. Madame Resiguier, vous utilisez... On aura le temps de parler sur le fond? Vous utilisez un dossier... Depuis 20 minutes, on parle sur le fond. Vous utilisez un dossier très important pour Montpellier et pour tous ses habitants et bien au-delà de Montpellier pour des postures politiciennes. La région a signé ce contrat, vous le savez très bien, vous êtes vous-même administratif de la SA3M qui aménage ce secteur. La région s'est fait tromper sur le nombre de trains et sur la rentabilité. Vous avez tout à fait connaissance de ce dossier. Justement, c'est pour ça qu'on le combat. Donc vous utilisez ce dossier en posture politicienne. Aujourd'hui, il faut que ce dossier avance. D'ailleurs, la gare de Manduel va être inaugurée en 2019, ce qui permettra à cette gare de fonctionner à plein régime. Et comme c'est un PPP, les gens vont continuer à payer. Mais vous voulez cesser de construire une gare qui est déjà finie. Voilà votre attitude, voilà votre regard. Vous êtes sur une autre planète. On impose et on dit aux gens, on n'impose pas, la région a signé ce contrat. La région a stoppé les paiements parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était trompée sur le nombre de trains, sur la rentabilité. Donc on ne respecte pas ses engagements, c'est ça que vous proposez. Technique. On ne respecte pas ses engagements. Mais on reparlera de la gare de la Mogère, c'est pas le sujet. Parce qu'on n'est pas nationale. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'on se fait des intérêts particuliers. Voilà, et on était à l'école, donc on est vraiment parti très loin. Oui. Alors justement, quelle est votre vision du rôle de député que vous pourriez avoir demain dans l'Assemblée nationale? Vous, un rôle de parlementaire d'opposition, évidemment. Déjà, de faire en sorte qu'on puisse débattre réellement et avoir de vraies propositions, parce que si ça se passe par ordonnance, donc déjà ne pas voter les ordonnances, ça va être compliqué. Essayer de continuer à porter le programme, l'avenir en commun, et d'être en lien aussi avec les gens, de travailler avec les gens sur les territoires où nous sommes élus. On a déjà commencé, nous, dans cette campagne. Vous seriez très étonnés de voir tous les gens des associations, de voir tous les militants, et qui sont des gens, ils sont sur les territoires de Montpellier, qui travaillent avec nous, qui s'investissent pour la première fois, qui reprennent confiance en politique. Je crois que les gens ont besoin de députés qui portent ces valeurs humanistes, écologiques, et c'est très important, la solidarité. Il va y avoir une casse sociale et sociétale qui va se mettre en route. Hélas, on aurait aimé être aux commandes et changer tout ça. La majorité n'est pas assurée, la prophétie n'est pas encore réalisée, les élections n'ont pas eu lieu. Vont-ils s'entendre entre eux ou pas? Je crois qu'il est important d'avoir un peu ces valeurs humanistes. C'est très important. Madame. On laisse une minute à Stéphanie Jalin. Votre rôle de parlementaire aussi, comment Madame vous voyez à l'Assemblée? Si je suis élue dimanche soir, dès lundi matin, j'abandonnerai mes délégations exécutives à la ville et à la métropole pour me conformer à la loi sur le non-cumul des mandats et pour me donner pleinement à ce travail parlementaire, avec une partie de la semaine qui est consacrée à ce travail de construction de la loi. Je l'estime à peu près à 2 à 3 jours par semaine. Ce sera à voir et peut-être que cela variera selon les périodes de l'année et selon les semaines. Et le reste de la semaine, le reste du temps dans ma circonscription, au contact direct des habitants, comme je le fais depuis 3 ans et avec ce plaisir toujours de servir un peu d'éponge de ce que ressentent les gens, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent. Et je crois que c'est très important de bâtir une action politique autour de cela. Donc vous pourriez dire non parfois ou pas? Pardon? Vous pourriez dire non parfois à certains projets de loi? J'ai beaucoup dit non pendant 3 ans dans mes délégations à la ville et à la métropole. On ne peut pas toujours dire oui. Il faut pouvoir agir avec une rigueur, un pragmatisme et analyser les situations telles qu'elles arrivent. Allez, merci beaucoup à toutes les deux. Stéphane, on va se retrouver bien sûr dimanche pour la grande soirée des législatives et du deuxième tour. Également, tout à fait, vous serez sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce débat sera rediffusé ce soir juste après
Soir 3. Vous pouvez évidemment également le revoir sur notre site internet France 3 Occitanie. Et on vous donne donc rendez-vous pour cette soirée exceptionnelle. Ce sera dimanche soir à partir de 20h15. 4 rendez-vous, 20h15, 21h15, 22h15 et 23h30 pour connaître tous les résultats sur la région. On sera en direct évidemment de tous les points chauds que nous avons suivis dimanche dernier. Merci à vous, bonne soirée.